Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Star. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Concept un petit peu nouveau sur la chaîne. Le CDF approche, il est là dans 2 mois normalement, parce que bon, c'est annoncé pour novembre. Bon, on suppute un peu de mon côté sur un mi-novembre, donc on va dire 2 mois à partir d'aujourd'hui. La course pour le CDF commence. Ça concernera peut-être pas tout le monde sur la chaîne parce que c'est un CDF sur invitation. Après, vous pouvez toujours essayer de faire les régios ou les stores qu'il y aura près de chez vous pour vous y qualifier. Si vous vous donnez les moyens et que vous y allez à fond, normalement il y a beaucoup de chances de s'y qualifier. Après, il n'y aura pas autant de joueurs occasionnels qu'il y a d'habitude au CDF. C'est un petit peu la Japan Expo de DBS, hein, le CDF. Il y a souvent 250, 300 joueurs. La plupart ne viennent pas pour top, ils viennent pour s'amuser. Pour ça, un peu la fête du jeu, donc c'est cool. Il y a plein de side events sympas. Donc le concept, modestement, hein, parce que je pense pas tout connaître du jeu, ou avoir tout simplement une bonne analyse à chaque fois, mais le concept est là pour présenter un peu la plupart des decks qui seront présents au CDF, pour faire un compte rendu, pour vous donner envie de jouer aussi certains decks, parce que c'est pas toujours facile de choisir son deck pour aller à un event comme ça, parce que c'est quand même 7-8 heures de jeu, donc si tu vas avec un deck que t'aimes pas, ou un deck moyen, ou que tu connais pas, ça peut vite être chiant, donc ça peut être cool de regarder les vidéos pour savoir comment tournent les decks. Tout le monde n'a pas le temps de s'investir dans le jeu, c'est la rentrée, il y a des impératifs familiaux, de travail ou autre, hein, ou la flemme. Des fois, la flemme, c'est une bonne raison de pas, de pas s'investir dans quelque chose. En regardant les vidéos, je pense que, comme j'ai dit modestement, ça permettra d'avoir des infos sur les autres decks. Et on est dans un jeu maintenant où il y a tellement d'interactions offensives et défensives que c'est important. C'est très important de savoir ce que l'autre peut jouer, peut répondre ou va jouer, parce que ça permet d'avoir un coup d'avance. Donc aujourd'hui, l'heureux élu pour cette première vidéo, c'est King Cold. Donc pourquoi King Cold? Parce que j'aime bien le leader. C'est moi qui choisis les vidéos, donc du coup je me fais un petit plaisir, je choisis King Cold derrière, direct, parce que je fais ce que je veux. C'est un leader assez sympa, c'est intéressant de le proposer puisqu'il a une mécanique spécifique. S'il y en a qui suivent pas mal les vidéos de la chaîne, j'ai fait plusieurs vidéos dessus, de mémoire. Donc je vais m'appuyer directement sur la liste de Devin Butterworth. Donc c'était un event en BO1, il a fini premier. Donc félicitations. C'est un event BO1, mais globalement la liste change pas grand chose. Vous étonnez pas pour King Cole de voir des decklists à plus de 50 cartes, parce qu'il y a déjà un terrain, donc tu peux enlever quasiment une carte du deck. Et surtout, c'est un deck qui pioche beaucoup beaucoup, donc c'est normal d'être à plus de 50. Jusqu'ici, rien de bien dramatique. Donc pour ce leader, sa spécificité, c'est ses terrains à 2. L'effet permanent du leader, c'est qu'il enlève un coup, il enlève de 1 le coût des terrains. Donc tous 1, comme ils n'ont qu'une seule pastille obligatoire verte. Le deck est joué à 99,9999% mono vert. J'en ai pas vu de bicolore. Après, on sait jamais, il y a peut-être un build sauvage qui est apparu quelque part que je n'ai pas décelé. Il joue 10 terrains, plus le terrain qui vient sur le départ. Globalement, le ratio de... Non, 12 terrains, pardon. Le ratio de 12 terrains, il est lock. Hein. C'est le plus opti, vous embêtez pas. Il y a le 2 x 2 le terrain qui donne double frappe et 10 000 de puissance au leader jusqu'à la fin du tour. x 2 le terrain, c'est tu pioches un, tu peux prendre jusqu'à 1 PV. Et son permanent, si t'as 4 terrains, tu donnes plus 5000 pendant ton tour à tous tes Freezer Clan et Freezer... juste Freezer Clan. C'est fort. x4 le terrain qui fait tuto 3 et tu prends une mono verte et tu peux prendre un PV, et x4 le terrain qui fait draw 1 et joue un armée de freezer ou un freezer clan de 2 ou moins depuis ta main. C'est fort. De plus, les terrains sont, parce que l'effet du leader éveillé et non éveillé c'est le même, quand tu joues un terrain d'un coup de 2, tu pioches un. Non éveillé, tu peux également prendre un point de vie. Il y a de l'auto-éveil qui est très rapide en King Cold. Je pense qu'il n'y a pas un seul deck dans la méta qui peut prendre aussi vite ses points de vie que King Cold. C'est très fort. L'activation combat quand il est King Cole, il est intéressant parce que tu peux péter un terrain et tu gagnes 10 000 de combo jusqu'à la fin de la battle. Donc tu peux gagner 10k combo offensivement et défensivement grâce au terrain. Surtout que 2 terrains ont un effet lorsqu'ils sont cassés. C'est le terrain qui fait le top 3, donc nouveau souverain, et qui prend une mono verte. Quand il est pété, tu pioches 1 et tu défausses 1. Donc c'est cool pour cycler le deck. Terrain encore plus intéressant, c'est celui qui donne double frappe. Quand tu le pètes, tu peux enlever un marqueur à un unisson. Donc du coup... si tu tombes face à un gars qui a un style de jeu all-in unisson, par exemple un miroir, ou si quelqu'un veut faire all-in unisson et qui met une double frappe dessus, à partir du moment où tu as ce terrain-là et que tu pas fait l'effet leader, tu sais que tu le défends juste en le pétant et du coup tu enlèves un marqueur, hyper double frappe. C'est très très fort défensivement.
Et l'autre terrain qui est joué x4, là, avec Freezer, où tu pioches 1 et après tu joues un armée de Freezer d'un coup de 2 au moins. Ce qui est très fort, c'est que lui, quand un terrain est pété autre que lui, une fois par tour, donc c'est un auto qui est obligatoire, donc je vais le résoudre dès la première occurrence, tu pètes une battle d'un coup de 2 ou moins. Donc c'est très très intéressant, ça permet de gérer aussi les attaques de battle d'un coup de 1, aussi défensivement, de la péter directement. Donc en termes de polyvalence, déjà on sent que c'est un deck polyvalent et versatile, et c'est ce qui permet à certains decks de rester longtemps dans une méta et d'avoir des réponses à plein de choses. Le terrain principal que j'ai pas cité, parce que je suis quelqu'un qui présente mal les decks, il a 6, il a barrière, donc du coup il a imbougeable, il n'y a que le moins 5 de Zeno qui peut le dégager, enfin l'unisson, donc en gros rien, qui soit joué dans la méta. Globalement il a un effet très long, qui peut être résumé en très peu de temps. Tous les terrains à 2 du coup c'est comme s'ils avaient unique, on peut en jouer qu'un. Et il faut que ce soit que des terrains à 2 qui soient joués. Voilà, parce que normalement le ruling c'est que tu peux avoir qu'un terrain sur le terrain. Beaucoup de répétitions maintenant sur la zone de combat pour pas faire de répétition. Tu peux jouer autant de terrains que tu veux à partir du moment où c'est des coups de 2. Donc en gros que ceux de King Cold. Et c'est comme s'ils avaient unique. L'autre moteur du deck, la Blueberry 1, quand tu la joues, souvent c'est la cible de la première fois où tu fais... j'ai pas le nom en français. Mais celui où il y a Freezer dessus, Onslow, tu pioches 1, tu joues Blueberry, tu fais top 7, soit tu prends un autre terrain à 2, soit tu prends l'unisson à 2. C'est fort. Son activation qui est très très fort, le tour d'éveil, parce que du coup tu vas jouer un terrain, tu vas piocher 1, tu vas t'éveiller, et avec elle, un terrain que tu auras pété, tu pourras le jouer depuis la drop. Pour un vert, tu peux jouer un terrain depuis la drop. Donc du coup c'est fort parce que tu vas piocher, souvent les terrains font piocher, on se déclare. Tu vas piocher 1 avec le terrain, tu vas piocher 1 avec le leader, donc tu vas faire du plus 2 pour une énergie. Et c'est pas une carte que tu as joué de la main, donc c'est très très fort. L'unisson, autre axe très important de l'engine. Pour 2, tu joues l'unisson, il a 15 000, il a 2 marqueurs. Plus 1, et tu joues un terrain gratos depuis ta main. Donc pendant le tour d'éveil, souvent les gens vont jouer T2, l'unisson, s'ils s'éveillent T2. Ils vont faire le plus 1, ils vont jouer le terrain. Ça leur permet de piocher avec l'effet du leader non éveillé, de prendre des PV s'il faut pour s'éveiller. Après, c'est un éveil d'étape 2, donc c'est intéressant, ça ajoute du power play. Après, si tu peux tempo ton éveil pour t'éveiller T3, ça te permet de faire un tour très très agressif. Globalement, c'est un deck dont on reviendra à la fin. À la fin, je vais récapituler le style deck, expliquer pourquoi je mets des petites notes un peu partout. Parce que j'aime bien les notes, ça donne l'impression d'avoir... ça donne l'impression d'avoir travaillé la vidéo. C'est intéressant. Pour la plupart des autres cartes, donc qui dit unisson dit qu'il joue 4 freezer CP, donc ça c'est une bonne chose, ça donne de la défense. Dans ce deck là, tu vas souvent avoir la tendance à avoir, déjà tu as un éventail de cartes en main quand tu t'éveilles. Tu as 10-12 cartes, c'est assez colossal, tu peux faire plein de choses, tu peux vraiment faire des pushes d'agression, et tu es dans un dilemme, tu es obligé de taper un minimum l'unisson parce que sinon il fait peur. Mais du coup si tu tapes l'unisson, t'as plus besoin, quand t'es joueur, du coup, t'as plus besoin de défendre ton leader. Donc, du coup, t'as ton éventail, et du coup, tu le perds pas. T'es même pas obligé de brûler des cartes pour un minimum défendre. Donc, c'est très fort défensivement. L'unisson fait peur, parce que si tu le laisses, il peut te mettre le all-in -3. Le -3, je le rappelle, c'est activation combat en plus, donc ça pique. Il gagne triple frappe et 5000 par terrain sur ta zone de combat. Donc, c'est très fort. Il a opté pour passer sur la nouvelle unisson parce qu'on est dans une méta bleu, donc lui, ce qu'il veut, c'est voler des unissons. Mais juste avant, c'était la SR Janen Babou. Et c'était un contre-compte. Si tu tapais avec autre chose que le leader, tu pouvais contre-compte pour 3 et bim. Voilà, ça faisait des chocs à pic. Et en fait, c'était un peu un deck all-in. Tu jouais beaucoup de Freezer à 4, donc du coup, le Freezer à 4 qui a réplique bloqueur, il a 4 à 2. Avant, c'était joué x3, x4. Parce que tu voulais faire beaucoup de frappes. Hop, tu faisais mal. Et après, hop, T3. Tu défendais avec les homicidal clones. Ça, ils les avaient pas enlevés, les fameux contre B01, il en a toujours 3 parce que du coup tu défendais comme un malade, fallait pas prendre un seul marqueur sur l'unisson, tu mettais un unisson en dessous et hop, all-in. Et s'il comptait, tu faisais SCR et c'était réglé. Là on va retrouver un petit peu le format mid-range qui est de base chez King Cole, d'avoir très vite un éventail et après de taper et partir dans un jeu de ressources parce que King Cole est un deck au jeu de ressources, parce que ces terrains le font piocher, il s'en sert après pour faire du combo power, c'est très très intéressant. Comme vous le voyez dans le deck, il y a pas mal de free spot. Il y a une carte qui est très très intéressante qui je pense dans le jeu est assez sous-cotée. Évidemment il y a ce freezer réplique qui est très très intéressant, qui peut aussi faire bloqueur. Mais c'est le contre gratuit, quand tu as 3 terrains, tu peux avoir une negate gratos.
Ça compte l'attaque et ça pète des cartes de combat jusqu'à un coût total de 3, donc c'est très fort. Si t'as un deck qui go wide en face, tu lui cleans son board en une défense d'attaque gratos. C'est assez intéressant et du coup ça permet aussi d'utiliser ses énergies pendant son tour. C'est pour ça que ce deck là était aussi très intéressant dans une forme un peu plus aggro. Même si ça restait du mid-range, c'était quand même agressif. Super combo Paragus, rien de nouveau sous le soleil. Un petit choix perso, il a voulu opter pour du Hype Draw 2, donc c'est intéressant. Mais là, on sent vraiment l'optique, je veux jouer un peu contre tout. Je suis un deck mid-range, la méta c'est ralenti, bah, je vais faire du gorille, quoi. Et aussi peut-être la volonté de pouvoir faire quelque chose quand il prend un Baby Hatch. Bah ok, c'est pas grave, je vais prendre un gorille. Surtout qu'il a plus la SR Baby Janemba. Donc du coup, Hatch, il peut plus passer autour aussi facilement. Donc oui, faire un bon gorille au moment utile quand t'es bloqué, c'est une bonne chose. On est sur du classique, c'est un deck qui a quand même pas mal de free spot quand on le regarde. Il a un engine très conséquent, mais on a très peu envie d'en sortir au final. Il se permet de rajouter 3 gorilles, de rajouter 2 Kotsukai, parce que ça en fait il tourne autour de quelque chose qui est très simple. C'est tout simplement l'effet de son terrain nouveau souverain qui pioche un défausse 1, donc tu pioches un, et tu défausses soit une brique de terrain, parce que t'en as trop, soit un Goku Ape Draw 2, soit un Kotsukai, donc ça c'est intéressant. C'est vraiment essayer de rentabiliser au maximum les cibles pour ce terrain. Il joue 2 Amasu parce qu'il joue 4 Freezer, tout simplement, le Freezer CP. Il joue un Bardock espace-temps réplique, donc un seul espace-temps c'est peut-être un peu léger dans ce deck. Mais il a envie de garder sa drop, parce que là, quand on voit, il a opté pour mettre 5 cartes qui ont des effets depuis la drop. Surtout qu'au début de partie, tu veux souvent garder la drop, parce que bah, si de la Blueberry elle est pas gérée, bah, tu joues des terrains non plus depuis ta main, mais depuis ta drop, donc c'est très fort en termes de serre. Il joue un nouveau bout, donc un effet particulier, c'est en fait quand tu le joues pour 5, tu cleans tout ce qu'il y a sur le terrain. Unisson et battle, chez l'adversaire et chez toi. Donc ça pique, ton adversaire défausse de cartes, et après il a revanche déflexion. Tu tapes à 30 000 et après ton adversaire il peut que taper lui. Sinon je crois qu'il défausse 2. Donc ça pique un peu. Il peut que taper lui et s'il est mis KO par un skill adverse, si t'as 5 énergies, il revient gratos. Donc c'est très très fort. C'est une très bonne carte. Il a mis un Gohan pet barrière, il a mis 2 Freezer pet barrière. Freezer qui est une très très bonne carte, il a déflexion, 25 000 double frappe, il tape une fois. Et si tu casses un terrain, il se redresse et il fait super caméra dans la main adverse. Donc c'est très fort. C'est plutôt très fort. Il a mis une double frappe parce que des fois, quand tu tapes leader et qu'il a vu que t'as pas mis le terrain double frappe, ça peut être une bonne surprise aussi. Puis c'est toujours un bon combo avec le fameux Bardock. Il a mis 2 Paragus parce qu'il aime pas être bloqué en terrain. Il a mis 2 Dormantes s'il joue contre un deck assez go wide. Il a une réponse. Non, c'est un très très bon deck. C'est pour ça que je le présente aussi. Il fait beaucoup de choses. J'ai présenté un petit peu les ratios. Donc tout se tient dans ces ratios-là. Moi, quand je joue King Cole, souvent je joue à 54 cartes. Il joue à 56. Ça change pas grand chose, c'est un deck qui draw beaucoup. Après, des fois, le fait de mettre un peu une ou deux cartes en moins, ça permet de toucher beaucoup de choses. Après, c'est un excellent joueur, donc je pense que c'est un joueur vert, c'est un excellent joueur. Il a pas mal poncé King Cole. C'est un bien meilleur joueur que moi. Suivez plutôt son exemple et jouez à 56. C'est le conseil que je peux vous donner. Jouez à 56 directement. N'hésitez vraiment pas à prendre sa decklist, c'est vraiment un très 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 bon joueur. Petit récapitulatif, fiche technique un peu de King Cold. Hein. Enfin, après, c'est des grands mots pour pas grand chose. Bah oui, c'est un leader vert, hein, King Cold. Hein. Première nouvelle. En termes de prix, donc j'ai mis un Hercule. Oui, parce qu'en termes de prix, c'est un deck qui est assez abordable. Les principales cartes qui coûtent cher, bah, c'est le CP Freezer. C'est les 2 dormantes. Bah, c'est la SCR, bien sûr. Vous pouvez jouer une héroïne dedans. Héroïne, c'est devenu un peu la SCR qu'on brandit à bout de bras à tous ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Héroïne est très jouable dedans, ce sera moins optique qu'un Kibitokai, mais c'est jouable dedans. C'est un deck assez budget. Dormante, c'est plus la folie comme avant. Le CP Freezer coûte cher, parce qu'il est plus beau dans sa ancienne version qu'en Event Pack, mais c'est une carte qui est désormais dans les Event Pack. Donc si vous jouez au jeu, vous pouvez l'obtenir. Il n'y a pas que dans les régions, si vous faites des Store Championship qui sont vraiment des tournois très très rentables en termes de pricing, foncez les faire, vous allez avoir votre bonheur. En termes d'engine, j'ai mis 2 Hercule parce que l'engine est très fort. L'engine des terrains, leurs effets quand ils sont cassés est très bon aussi.
C'est un gros moteur de pioche. Après, ça prend un peu de place. S'il y avait un peu moins de place de prise par des terrains qui sont quand même des briques en termes de. C'est quand même des briques en main. En termes de combo power, des fois dans les situations un peu tendues, j'aurais mis 3. Là, j'en mets 2 juste à cause de ça. En termes de skill cap, donc pour ceux qui ne sont pas très très portés sur les termes anglophones, skill cap, c'est un petit peu la maîtrise que demande le deck en termes de connaissance du jeu et de la méta et en termes de niveau, tout simplement. Je mettrais un, non pas que les joueurs qui jouent King Cold sont des débiles, juste dans le sens où tu peux jouer King Cold en connaissant ton deck et sans trop connaître ceux des autres. Globalement, tu as juste un CP Freezer à bien gérer, parce que maintenant le CP couleur est beaucoup moins joué. Tu as un CP Freezer à bien gérer. Souvent le Freezer à 4, tu vas jouer sur le terrain qui te fait droit, donc du coup, si le gars a une réponse, bah tu le joues pas, donc comme ça c'est réglé. Ou tu vas jouer Blueberry, donc du coup ça limite le fait de devoir un peu avoir peur des réponses adverses. Pour ce qui est. Globalement, King Cold, le skill cap principal du deck, c'est de bien connaître son propre deck, pour bien gérer les moments où tu vas jouer tel ou tel terrain, qu'est-ce qui est le plus opti. C'est entre guillemets, si t'es un nouveau joueur, t'as un peu la chance que ce soit un deck qui a un petit peu téléguidé sur les premiers tours. C'est à partir vraiment du T4 où là, par contre, c'est open bar, tu fais ce que tu veux. Et c'est là où le misplay peut s'installer, mais sur les 2-3 premiers tours, globalement, il y a une autoroute qui est tout tracée. Donc globalement, tu as juste à t'entraîner de ton côté, tu sais ce que tu fais les 3 premiers tours, tu t'y tiens et ça devrait bien se passer. C'est pas un deck où tu nages vraiment dans l'inconnu dès le début, quoi. L'orientation du deck, c'est un mid-game assez versatile. Euh, c'est vraiment un mid-range. Il peut être aggro, c'est pour ça que j'ai mis versatile, il peut vraiment être aggro. Il y avait vraiment le all-in unisson qui était très intéressant, surtout en BO1. Mais ça reste quand même un deck versatile. Il avait beaucoup de mains, il avait 12-13 cartes en main T2, donc il mettait un gros push, mais il tuait T3. Mais il tuait T3. S'il avait la SCR, s'il n'avait pas la SCR, il tuait pas T3. Il avait T4, T5. Globalement, c'est un deck qui peut vraiment, vraiment aussi ralentir le jeu, puisque si tu cases un dormante, si tu mets un contre B01, donc du coup tu vas bloquer une deuxième attaque. Troisième attaque, tu peux faire l'effet leader, tu gagnes 10k combo en pétant en terrain comme ça. C'est fort. Tu peux défendre. T'as souvent très vite tes super combos, parce que comme j'ai dit, t'as un éventail. T'as un terrain qui permet de tuto top 3 du dessus de ton deck, donc souvent tu vas prendre soit le combo gratuit, soit la super combo. Donc du coup, tu gagnes en défense. C'est un deck qui peut très 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 facilement défendre entre le T3 et le T4. Surtout qu'au niveau du T2, T3, l'adversaire va vouloir gérer une mission. Donc c'est vraiment un deck mid-range dans le sens du terme. Ce qui est des fois un peu du mal avec ce deck, c'est d'essayer d'incorporer de l'agressivité à ce deck-là au niveau du T3, T4. C'est un peu des fois le challenge qu'il va avoir. Mais c'est vraiment un très très bon deck. C'est pas pour rien que je commence par lui. Je peux faire plein de choses. Il est vraiment accessible aux débutants en termes de style de jeu. Je le redis encore une fois, c'est vraiment un deck qui est assimilable. Il faut juste bien faire attention à comment payer ses terrains, comment les jouer, le séquencing des terrains. Mais ça va, c'est un séquencing de terrain, c'est pas des battles, donc il n'y a pas non plus des énormes pertes de ressources. Donc c'est pour ça que je mets que un de skill cap, c'est pas une insulte aux joueurs de King Cole. Voilà, il n'y a pas de honte à jouer un deck où il y a un faible skill cap. Par exemple, moi je jouais Dark Broly pendant un moment, pas se mentir, qu'en termes de skill cap, des fois, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui jouait le tour, tout le monde aurait fait pareil. Pareil pour Vegex. Ouais, donc il n'y a pas de honte à jouer à des decks à faible skill cap. Pour ce qui est des free slots, j'ai mis élevé. Donc j'ai dit tout à l'heure que l'engine prenait beaucoup de place, mais en même temps je mets des free slots élevés. C'est peut-être un peu contradictoire, oui, ça l'est. Mais je trouve qu'il y a quand même vraiment des bons free slots et qui sont de deux manières. C'est-à-dire qu'il y a des free spots, mais en même temps, tu peux jouer de n'importe quelle couleur. Comme là, vous avez vu la decklist, il y a une carte noire, une carte rouge. Bon, globalement, dans tous les decks, il y a 2 espaces-temps et une DS en ce moment. Mais il y a 3 gorilles, il y a 2 Kotsukai. C'est vraiment du free slot que tu peux pas te permettre dans tous les decks d'avoir 2 Kotsukai main, voire 3. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Il y a de la place pour tout le good stuff vert dedans. Voilà, on voit des dormantes, on voit du Gohan. Il joue que un Gohan SR parce qu'il a déjà 2 freezers qui sont totalement optis dans l'engine. Mais sinon, il pourrait jouer 2-3 Gohan SR. Ce qui est très fort, tu peux jouer une Kalkunsa à 1, tu peux jouer des Rosie. La Rosie est moins opti dans la méta actuelle, donc il l'a enlevé. Mais il y a vraiment
Il y a vraiment de la place, et de la place pour tout. Et c'est ça qui est intéressant pour du good stuff, et également aussi pour des cartes d'une autre couleur qui apportent un vrai plus au deck. Donc on a vraiment, en termes de free slot, des choses très très intéressantes. En plus, ça fait un pont tout de suite pour la capacité de side. Du coup, il y a une bonne capacité de side, puisqu'on peut mettre des cartes de plusieurs couleurs, parce qu'on va piocher beaucoup, donc on n'aura pas de problème de charge. Et aussi parce qu'il y a de la place pour tout le good stuff vert. Donc du coup, ça va être très facile de side. De plus, le vert a dormante. Donc du coup, il y a une capacité de side à partir du moment où tu as 2 dormantes main deck, tu peux en rajouter d'autres. Et tu peux avoir une réponse très très agressive du coup, et très très forte à de l'ultra aggro. Avec dormante, un deck go wide, un deck qui va spam les battles sur le terrain, taper avec plusieurs battles, bah tu peux vraiment le mettre un petit entonnoir de 2 frappes par tour. Ce qui est très fort, surtout qu'on est dans un deck où il y a le freezer qui a bloqueur, ou un deck qui a une negate gratos, c'est la 2, qui peut en même temps clean un peu le board parce qu'elle pète des coups de 3 ou moins, un peu de coup total. La première attaque sous dormante, tu vas devoir combo, tu as souvent tes super combos, et si tu pètes un terrain, tu gagnes 10k combo, donc c'est assez fort pour défendre la première, et la deuxième, tu vas pouvoir faire un compte gratos. Donc c'est assez fort. Ce deck-là est peut-être un des decks qu'on ait vu, un des plus rentables en termes d'utilisation de dormante depuis peut-être Gotenks BT11, qui utilisait un bloqueur sur la première et après pouvait negate. C'est assez fort. Vulnérabilité, donc là c'est principalement du post-side, le terme. Est-ce que post-side c'est un deck qui peut se faire avoir? Il a un C linéaire sur le début de tour, donc oui. Mais maintenant que le all-in unisson est un peu parti, je trouve moins. Globalement, il a très peu de battles qui sont ciblables parce qu'elles sont quasiment toutes deflect. Les principales, il y a le freezer à 4, mais tout ne tourne pas autour du freezer à 4 dans le deck. Tu peux pas CP des terrains, voilà, tout simplement. Donc du coup, c'est vulnérabilité assez moyenne. Quand tu joues bleu, tu auras tendance à vouloir quand même empêcher le bout à 5 d'arriver T5 parce qu'il est emmerdant. Mais c'est dur de sider contre King Cole. C'est vraiment une plaie, quoi. Tu vas peut-être vouloir gérer sa drop. C'est très compliqué de sider. Tu peux difficilement faire mal à King Cold. Tu peux difficilement faire très mal à King Cold chez post-side. Il n'a pas de carte qui vraiment, si tu la poses, tu le mets très 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 mal. C'est vraiment pas un deck qui a un hard negate qui peut te dégoûter de la partie. C'est ce qui est encore un bon argument pour un deck que tu as peut-être traîné 7-8 heures en CDF. En termes de metacall, c'est un deck qui est très bon contre le bleu. Pourquoi? Parce que la nouvelle SCR Akili Tokai. Vous pouvez baisser la note si vous n'avez pas la SCR Akili Tokai. De plus, c'est un deck qui peut partir dans la gestion de ressources. Comme vous l'avez vu, il peut jouer du hype, il peut jouer du Kotsukai, ça emmerde le bleu. Contre le jaune, alors là, contre le jaune, c'est moins bien, surtout le jaune actuel. C'est un deck qui a un unisson tout le temps sur le terrain. Maintenant, dans le jaune, il y a Zamasu. Globalement, Zamasu, c'est une carte qui appartient plus aux zones qu'au bleu. Actuellement, en termes de style de jeu, après, peut-être que ce sera plus d'actualité au niveau du CDF, mais normalement, c'est ça pour l'instant. Zamasu peut gérer unisson, c'est un deck qui a assez unisson centré, malheureusement. Donc, j'ai mis vulnérabilité moyen aussi pour ça, mais bon, c'est une couleur, ça va, une couleur. Sur le reste, il gère pas mal. Voilà, donc contre le jaune, ça c'est compliqué. Il n'est pas sensible à Basile parce que Basile il le gère tranquille. Par contre, il est sensible à pouvoir d'un Super Saiyan parce que du coup il va taper leader, parce qu'il n'a pas forcément envie de prendre un Zamasu sur le leader, parce qu'il y a une Nika combo gratos en pétant un terrain. C'est pour ça aussi que Devin jouait de Paragus, parce que tu as envie de péter tes terrains dans King Cole pour en jouer d'autres, parce que le gros terrain leur donne une. Donc le jaune a plein de réponses à ce deck là. Donc du coup c'est un peu son talon d'Achille le jaune. Mais pour tout le reste, le noir, je mets un bon 4 sur 5. Parce qu'il a des réponses à tout. J'ai mis 4 sur 5 parce qu'il n'a pas de réponse au Gogeta SS4. Voilà, c'est tout. Globalement, c'est ça. S'il avait une réponse à Gogeta SS4, ça aurait été un très bon deck aussi contre le noir. Le noir est très embêté par le freezer CP. Voilà. Il a un très bon unisson, il gère plein de trucs, il peut gérer des drop 1. En ce moment, dans le noir, les drop 1 Goku et Vegeta, c'est très fort. Gogeta Xeno, qui est un des meilleurs decks noirs, joue avec des drop 1, donc c'est très fort contre ça. Il peut tourner autour du deck à check qui est dans le noir. C'est un deck assez fort. Il a plein de choses, il est assez versatile vraiment King Cole, c'est ça qui est très plaisant dans ce deck là. Le rouge, j'ai mis 5 sur 5 parce qu'il peut péter des chaînes de Jiren assez facilement avec le CP. Il peut gérer un
Oui, le U7, il peut le gérer. Le Goku A4, lui, qui est très très fort et dur à gérer pour le vert. Mais voilà, post-site, il tombe face à un deck rouge qui sont en ce moment que des decks Go White, il passe à 4 dormantes, il peut stopper beaucoup de decks rouges et les mettre en galère. C'est ça aussi la fin de King Cole. S'il tombe face au starter rouge, qui donne double frappe à l'unisson, il pèse son terrain qui lui donne double frappe, il enlève un marqueur à l'unisson, et en plus l'unisson perd double frappe. Donc il est très très fort, il a beaucoup de réponses à beaucoup de choses, c'est pour ça que je vous ai présenté King Cole en premier. Donc en tout cas, j'espère que dans cette vidéo assez complète, c'est pas non plus c'est pas non plus la vidéo ultime, mais je pense avoir fait l'effort de présenter plein de choses dans cette vidéo là. J'espère vous avoir donné envie de jouer King Cole pour le CDF, ou tout simplement en local, ou vous avoir donné quelques infos pour si vous allez jouer le match-up King Cole au CDF. En tout cas, je vous dis à bientôt sur la chaîne 4Star pour la prochaine vidéo, qui sera sur un deck qui est aussi un gagnant de la banlist comme King Cole, mais qui est pas de la même couleur, voilà, et qui joue autour des fusions. En tout cas, à bientôt.